très sérieusement, je vais vous le dire, entre la SIC et moi, c'était une histoire d'amour, et de fidélité, c'était indiscutable. Hein. J'y suis rentré au mois de juillet 1950. Le 3 mars 2016. Moi, je suis rentrée à la SIC le 20 novembre 1947. Je suis rentré quand la société avait 16 ans. Elle était encore adolescente. Et j'y suis resté 30 ans. Je suis rentré en mai 2007. Je suis rentré chez GGB en 2011, avril 2011. Je suis entré en octobre 1976, à 18 ans et demi en fait. La première réponse à la seule demande d'embauche que j'ai faite. Alors moi je suis rentré en 1983. Moi j'ai 50 ans hein, et donc j'ai 26 ans d'ancienneté, hein, donc je suis rentré dans les années 90. Moi je suis rentré en 2000, novembre 2000. 1er mars 62. J'avais 22 ans, je sortais de l'armée et au départ, je suis rentré un peu en emploi-vacances au sortir de l'armée en attendant de trouver du boulot. Je suis rentré dans l'entreprise en 72. En novembre 53. Fin 98, ouais. Moi, je suis rentré en mars 62. 4 novembre 57. Moi, je suis rentré en juin 2011, donc il y a bientôt 5 ans maintenant. Mois de novembre 53. C'est une histoire industrielle et commerciale débutant dans les années 40 et s'organisant après-guerre. C'est l'histoire d'une usine qui s'installe au cœur des Alpes, en Haute-Savoie. C'est l'histoire d'une formidable aventure humaine, où la force du travail collectif s'exprimera concrètement par une réussite économique. Tout simplement parce qu'une entreprise, c'est aussi un lieu et des histoires de vie, ils parlent. Eux, les acteurs passés ou actuels de cette aventure. La nuit, quelquefois, quand j'étais au repas, je dis, tiens, on est bien ensemble, on a créé ça, on a fait ça, on a fait ça. On a fait notre truc qu'on a fait ensemble. Ah oui. Alors, c'était une belle époque. C'était vraiment une belle époque. 1946 voit en France la démission du général de Gaulle du gouvernement provisoire et le début d'une nouvelle ère avec la 4e République. Un succès inattendu en librairie, celui du Petit Prince de Saint-Exupéry, œuvre singulière qui va soigner l'imagination. Puis, la création d'EDF, avec la mise en place sur l'Hexagone d'un gigantesque réseau électrique moderne. À la même époque, à Annecy, l'ingénieur Marc Dannenmüller est chargé par le groupe des aciéries d'Ugine de structurer et de lancer la production d'éléments anti-friction utilisés dans l'univers mécanique. L'activité est initialement centrée sur le coussinet, ou plus exactement sur le demi-coussinet. Les deux demi-cylindres, constitués par une armature d'acier, qui est recouverte à l'intérieur d'un revêtement anti-friction, forment ensuite une coquille harmonieuse en serrant un axe en mouvement. Quelques années plus tôt, la Compagnie française de l'étain, filiale des aciéries électriques d'Ugine, crée en 1938 une station de recherche et d'essai en région parisienne, à la Garenne-Colombes. En 1941, ce laboratoire est transféré en Haute-Savoie, à Annecy, dans la zone de Vauvray. Avant de muter en premier atelier d'usinage, l'endroit est baptisé, en raison de son caractère vétuste, la baraque en bois. C'est ici que l'activité démarre avec, entre autres, des machines récupérées dans la zone d'occupation au titre de dommages de guerre. La production s'émancipe de la Compagnie française de l'étain et toujours dans le même groupe, la Société industrielle des coussinets apparaît en juillet 1946. Elle est sortie de l'usine d'étain. Je ne peux pas dire si elle en faisait partie, mais elle est sortie de l'usine d'étain, hein, avec M.
Dannenmüller qui était le grand patron. Vraiment. Et puis après, c'est M. Doga, Berthet, Hermann. Et ils ont fondé la SIC, ici, rue de la Liberté. Là. Sous la direction d'Albert Doga, les équipes se structurent. Marius Berthet, promu à la fois chef de fabrication et chef du personnel, recrute alors. Pour un remplacement de 15 jours, je devais y rester 40 ans. J'étais employée au service achat. Tout de suite? Oui, parce que c'était pas grand. Mais au début, je m'occupais également du personnel. Je donnais des feuilles de maladie, d'embauche, et on m'a également confié la paye. Voilà l'entrée de la SIC, là. Juste là où il y a les voitures. Là. C'était là. Et ça s'appelait déjà rue des Coussinets, non? C'est après que ça... Ah non, non, c'est depuis qu'ils ont construit qu'ils ont mis rue des Coussinets. On est de 9 prisonniers allemands à la société. Voilà. Et c'est surtout des mécaniciens, des tourneurs, fraiseurs, rectifieurs, tout. Des gens de métier. Nous, on est des prisonniers. Hein. On était attachés au camp de Nobel à cette époque. Et non. Et après, on a eu quand même une préférence. La direction a fait une demande à la préfecture à cette époque-là pour les 9 prisonniers de la société Coussinet, une liberté de circulation dans la ville d'Annecy. À cette époque, tout était manuel. Hein. En effet, les commandes étaient frappées à la machine, puis enregistrées manuellement sur des fiches fournisseurs. J'étais contente de partir avant l'informatique, hein, parce que j'étais trop habituée à mes fiches fournisseurs, à écrire dessus. Et puis, vous preniez la fiche, envoyez tout, parce que maintenant, je vois quand on demande des fois des renseignements, ben, ils tournent un moment avant de nous donner les renseignements, même avec l'informatique. C'est vrai. SIC. C'était la Société industrielle des Coussinets. C'était déjà la Société industrielle des Coussinets, oui. Ouais. Avec le petit logo. La gentiane. Sur la camionnette, elle était rouge foncé, la camionnette. Là, ouais. Une espèce de Juva 4. Petite Opel. Petite Opel. Une Opel, oui. Quand je suis sorti de Germain Sommeiller m'avait placé chez un orthopédiste en tant que petit mécanicien pour faire les petites pièces métalliques qui appareillent les infirmes. Et 2 ans après, en discutant avec un ancien collègue de Germain Sommeiller qui travaillait à la SNR, on a comparé nos salaires et il gagnait tout simplement le double de ce que je gagnais. Alors je suis allé à la SNR, on m'a fait passer un examen, on nous donnait une pièce, une queue d'aronde à la main à faire, et puis on m'a dit, bon ben on vous écrira. Et le lendemain, je suis venu passer ici, faire une queue d'aronde aussi. Dans ce genre-là, mais plus simple, avec une simple queue d'aronde. Ah, c'est ajusteur, toi? Ouais. Alors, j'ai fait cette pièce-là. Là. Moi, c'était tourneur, ouais. On avait 8 heures pour faire ça, tout à la lime. Hein. À l'acier à la lime. Et à 4 heures le soir, quand j'ai rendu ma queue d'aronde, on m'a dit, vous attendez, on la corrige et on vous donne la réponse. Et une demi-heure après, on est venu me voir en me disant, si vous voulez, vous commencez demain matin. Et je suis rentré là, voilà. Vous n'avez même pas attendu la réponse des CNR? Ah ben non, je l'ai reçu 8 jours après, c'était pareil, j'étais pris, mais je suis resté ici, je travaillais. Voilà. Prête pour l'âge d'or de l'automobile, la SIC obtient la confiance des grands industriels et connaît une phase de croissance sans égale. Au sein de l'entreprise, l'organisation du travail devient alors scientifique, sur le modèle du Fordisme. L'un de ces nouveaux produits, la bague anti-friction en Sical, fabriquée à partir d'une coulée continue d'alliage, va équiper en exclusivité un modèle phare de la marque Citroën. Cette voiture deviendra un mythe. On travaillait quand même pour Berliet, Citroën, les grands... Hein? Moi, j'étais tout fier quand je voyais une Citroën dire ben voilà les coussinets qui roulent. Hein.
Plus de 2 décennies après, l'un des dirigeants emblématiques de l'entreprise est invité par le directeur actuel à découvrir les nouveaux ateliers et l'actualité de la société. J'ai laissé mon cœur dans cette entreprise. Je vais laisser la là. Ouais. Toutes ces bagues-là, on fait quelques rondelles. Ça, c'est un poussoir assemblé pour un fournisseur. Donc, voilà, ça c'est toujours les bagues de charnière. Ouais. Pour moi, on est à la SIC, la Société industrielle des coussines. Alors, je suis rentré comme ingénieur. Après, j'ai pris le poste de directeur du site, et puis ensuite le directeur général, président-directeur général de la société. Voilà. Donc j'étais le patron, entre guillemets, pendant 20 ans, jusqu'à ma retraite. J'ai mis en place un chef du personnel, il n'y en avait pas. C'est incroyable à l'heure actuelle. Hein. Il y a toujours eu une ambiance, enfin, avec les ouvriers, les chefs, assez... Même Berthet, assez il bien. y avait des équipes de jeunes, là, des maisons, Une fois, ils avaient mis un seau sur une porte, ah oui, là, dans le couloir. Et puis, ils croyaient que c'était un gars qui allait arriver. Puis, qui c'est qui est arrivé? C'est Berthet, le directeur. Il a pris le seau d'eau sur la tête. Ben, il aurait pu virer les gens, mais il les a même pas. Et quelquefois, on a parti en pique-nique le dimanche matin, tout, c'était bon. Et ce coup, je sais pas regarder les fours, tout, les températures, c'est tout juste. Je suis retourné, on n'était pas loin. Je suis retourné pour voir. Quand il m'a appelé, j'étais là. Et c'était des choses naturelles. C'est des choses naturelles. Oui, oui. J'ai passé beaucoup de temps dans l'usine. Et ça, ma fille a pu le dire. Le groupe anglais Glacier favorise en cette période des licences dans tous les pays du monde. Les accords que la direction de la SIC passe avec les Britanniques en 1956 vont permettre à l'entreprise annécienne de faire face à l'évolution du marché. On a embauché de nouveaux ingénieurs, on a progressé, on a mis l'accent sur les recherches et développement aussi. Et puis on a essayé de tirer le plus grand profit des licences que nous avions. Nous étions licenciés, enfin, on a traité un accord de licence avec Glacier, qui est un des 2G de GGB. Glacier qui était un leader, sinon le leader européen des coussinets et bagues à l'époque. Les moyens de fabrication évoluent considérablement. C'est une avancée concrète vers la production industrielle de coussinets minces à partir de bandes. Il y a eu des accords avec Glacier en Angleterre et l'entreprise avait besoin de quelqu'un pour aller apprendre les techniques et les faire revenir jusqu'ici. Et j'ai eu la chance d'être choisi pour être envoyé en Angleterre. Et je suis donc parti en Angleterre, sans savoir un mot d'anglais, bien évidemment, où je suis resté la première fois 5 semaines quand même. Oui. Et là-bas, vous étiez en contact avec... J'étais en contact avec un ingénieur qui m'avait pris en charge et j'ai appris à faire le frittage en bande, j'ai appris à faire le régulage en bande. Après, j'ai assisté au démontage des lignes en Angleterre avec le transfert, le remontage et le redémarrage ici, bien sûr. Et puis, on a monté le premier four à faire le frittage et puis, ben voilà, on a démarré petit à petit. C'est un transfert de connaissances très intéressant qui m'a mis en contact avec des ingénieurs qui m'ont beaucoup apporté. Sans Glacier, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Oui. Ça a été une licence déterminante. Dans la façon de gérer un peu l'entreprise. Oui, l'évolution dans les machines, parce que on a passé directement au coussinet mince, les bandes, on découpait les bandes, alors qu'avant c'était des tubes qu'on coupait, tout. Tronçonnait, tout. Alors que là, la bande, il y a eu une évolution énorme. Après, c'était tapé à la presse, passer autour, donc ça allait beaucoup plus vite, quoi. Il faudra seulement quelques années pour que ce groupe britannique acquiert 20% du capital de la SIC, en 1965. Parallèlement, les aciéries, groupe propriétaire, évoluent en devenant Eugene Kuhlmann, puis Péchinet Eugene Kuhlmann. Ensuite,
l'entreprise sera cédée à un premier groupe anglais, Associated Engineering, qui lui-même sera absorbé par un second, Turner and Newall. Puis on avait une direction générale en Angleterre qui était extrêmement décentralisatrice, ce qui fait que nous avions chaque filiale, et nous en particulier ici, une autonomie énorme, énorme. Hein. Et je me rappelle le grand patron qui nous disait, qui réunissait les directeurs de filiales, qui disait, mais surtout ne venez pas nous demander ce que vous avez à faire. Si on vous avait mis en place là, c'est parce qu'on vous estime capable de diriger. Vous êtes des entrepreneurs, vous devez diriger comme des entrepreneurs, et puis vous serez jugé sur le résultat. Et on avait une liberté mais énorme. Hein. Moi, je le disais à M. Chevalier tout à l'heure, j'ai passé... Donc les 20 ans où j'étais directeur général ici, c'était merveilleux. C'était une époque, pour moi, une époque bénie, pour la société aussi, parce que c'était l'expansion. Bon. Et puis on a fait de bons résultats, on s'est fait mousser un peu et on est devenu désirable. C'est comme ça que à la suite de l'éclatement des actionnaires, les activités d'Annecy ont été maintenues parce qu'il y avait beaucoup de craintes à l'époque qu'Annecy disparaisse. Hein, parce que les repreneurs des actionnaires considéraient qu'Annecy c'était pas un bon site pour faire de l'industrie. Hein, ils avaient l'habitude de voir des gens qui venaient en vacances par ici. Ils disaient c'est une ville de vacances, c'est pas une ville pour faire de l'industrie. Alors on leur a prouvé le contraire. Et actuellement, j'ai l'impression qu'on continue à prouver le contraire, hein, qui est une bonne chose. Initialement, la SIC a connu beaucoup de bouleversements au niveau de ses actionnaires, hein. Au niveau du changement de groupe, etc. Ça a été tout à fait particulier à l'entreprise annécienne. Et puis lorsqu'on nous annonce qu'on va changer de propriétaire, c'est vrai on se demande ce que l'on va devenir au niveau de l'emploi notamment. De l'artisanat qui avait grossi, quoi. C'était une ambiance familiale. Il a fallu gérer le passage de cette ambiance familiale à une ambiance plus industrielle. Mais moi j'ai cherché, je pense que j'ai réussi à conserver un esprit de corps, entre guillemets encore un peu familial dans l'entreprise. Hein, on parlait tout à l'heure de l'embauche d'enfants du personnel. Et il y a à l'heure actuelle, j'en ai rencontré quelques-uns là tout à l'heure, hein, des enfants d'anciens que j'avais embauchés moi-même, hein, ou que j'avais connus. L'état d'esprit qu'on avait, c'était de faire un ensemble où les gens se sentaient bien. Hein, et on a eu des relations sociales mouvementées quelquefois. On a eu mai 68 comme tout le monde. Hein, mais dans l'ensemble, ça se passait bien. Certains m'ont dit, on vous remercie d'avoir fait le barrage avec les Anglais, parce que les Anglais avaient un peu mauvaise presse, hein, les Anglo-Saxons en général, hein, et ils avaient la réputation de licencier facilement, de changer les activités de site, etc. Et alors, moi j'ai eu la réputation, et c'était vrai d'ailleurs, de faire le barrage, parce que j'ai un peu peine à le dire, mais je considérais cette affaire comme la mienne. Je l'ai gérée comme si elle était à moi, quoi, hein. Et puis c'est un peu mon penchant naturel, quoi, hein. Les gens étaient très attachés à leur entreprise. Et je vous parlais de mai 68 tout à l'heure, hein, où on a eu les troubles habituels, mais enfin... personne ne m'a empêché de rentrer dans l'usine à l'époque. En mai 68, on avait des réunions, on rencontrait les syndicalistes, etc. En 68, c'est pareil, parce qu'en 68, on a signé des accords salaires dans le mois de mars. Et puis le mois de mai, quand il a commencé à avoir les événements à Paris, nous, par solidarité, on a débrayé le 20 mai. Et le patron, à la première réunion, il nous a dit, vous savez que vous ne faites pas grève pour nous, hein, vous faites grève par solidarité,
On était d'accord parce qu'on avait eu nos augmentations de salaire 2 mois auparavant. Donc, on savait qu'on faisait grève pour rien, mais c'était tout bloqué. Le choix, c'est tout bloqué partout. Il n'y avait plus de camions qui livraient marchandises. Je ne sais pas si... C'est une entreprise qui a toujours eu très souvent des difficultés financières parce que les marges sont faibles dans les produits automobiles. Parce que les directeurs d'achat chez les constructeurs automobiles, c'est des gros pontes. Hein. Ils pressurent les prix sur tous les fournisseurs. Et si bien que les marges sont très faibles et il y a toujours eu des problèmes de trésorerie, toujours des problèmes. C'est une entreprise qui a toujours vécu depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Enfin, maintenant, ça va peut-être un peu mieux. Avec les bagues. Côté bagues, oui, c'est moins. Il y a moins de pression. Il y a moins de pression. Ils ne travaillent pas que pour l'automobile, ils travaillent pour beaucoup d'applications. Mais pour en revenir, les directeurs d'achat, ils pressuraient à tel point qu'une année, M. Thénard, il avait pris sa musette et il avait été voir les constructeurs et il a dit on ne peut plus vivre à cette allure-là, il faut revaloriser les marges, il faut arrêter de... Il fallait chaque année baisser les prix, donc... Il n'y avait pas de marge. C'est la misère. Et c'est vrai que M. Thénard, là, vraiment, c'est vraiment défendu. Toujours les marges tirées au maximum, donc les salaires... ils étaient quand même corrects sur la place. Oui, mais disons que c'était toujours assez tiré. Ah oui, il fallait tirer pour y il fallait toujours revendiquer, et puis c'est dans la logique. Hein. Mais disons que c'est peut-être ce qui provoquait une bonne ambiance, voilà, serrer les coudes, ouais, voilà. Et on se rend compte que maintenant ça tourne bien et ça fait 70 ans, donc on a toujours eu des dirigeants quand même assez à la hauteur et on peut leur rendre hommage. Depuis les accords de Matignon, signés en 1936, les syndicats apparaissent en France comme des partenaires légitimés lors des négociations au sein des entreprises. Et même si, avec les années, l'implication décroît logiquement, la SIC, devenue Glacier SIC, puis Glacier Van der Velde et enfin GGB, n'échappe pas à cette règle d'une représentation syndicale marquée. Mais avec ses particularités. Un syndicalisme de proximité, plutôt pragmatique. Ah ben, disons que j'ai toujours eu conscience que c'était quand même un devoir d'être syndiqué. Donc immédiatement, j'ai pris ma carte dans un des syndicats qui existait. Il y en avait 2 à l'époque. À l'époque, c'est naturel qu'on syndique relativement vite. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. Mais dans la population ouvrière, on avait des taux de syndicalisation qui étaient très très importants. Et naturellement, les gens, je dirais 7 ou 8 sur 10, prenaient une carte à l'un ou l'autre des syndicats. C'était une démarche normale, ça se faisait comme ça. Ça se faisait assez naturellement. Ouais. Mais on était dans une époque aussi, c'était la fin des 30 Glorieuses, on parlait beaucoup de ces acquis. C'était l'époque des revendications sur la baisse du temps de travail, sur les augmentations de salaire, et c'était quelque chose qui était très prégnant. On est passé de 40 à 39 heures avec des discussions, mais sans conflit. Puis, quand on est passé aux 35 heures, l'accord date de 2000, si mes souvenirs sont bons. On a eu beaucoup de discussions, mais des discussions sérieuses, là encore sans trop de complications. On discute sérieusement. Hein, bon, on ne fait pas copain-copain, mais enfin, on se comprend, on arrive à des accords systématiquement, quasiment toutes les années. Accords sur l'intéressement, la participation, les salaires, etc. Il suffit de voir les archives pour le comprendre. Les discussions étaient longues, mais nous, on y a beaucoup travaillé là-dessus. On a beaucoup étudié les dossiers, ce qui fait que
quand vous allez devant un interlocuteur et que vous connaissez le dossier, c'est beaucoup plus facile que si vous le laissez prendre des dispositions que vous encaissez par la suite. On est arrivé à un accord qui est sans doute un des plus jolis accords de la région, quoi. Contrairement à ce qu'on dit souvent, il a permis de créer des emplois dans l'entreprise, notamment au niveau de la production. Je pense qu'il y a une trentaine d'emplois qui ont été créés à la suite de cet accord sur les 35 heures. Ça, on l'oublie parfois, mais c'est quand même un aspect positif de l'accord que nous avons signé dans l'entreprise. La direction n'était pas du tout défavorable. Je veux dire, il n'y a pas eu d'opposition de principe. Ça s'est vraiment bien passé. Par contre, en contrepartie, je me souviens qu'on avait accepté que pendant une année, il n'y ait pas d'augmentation générale de salaire. Et ça rejoint ce que je vous disais sur les relations sociales qu'on a connues ici et qui ont toujours été saines, claires. On a des gens qui sont là, qui comprennent les choses et qui sont là pour le bien de GGB, quoi, et l'entreprise, quoi. Moi, c'est quelque chose qui est... Quand j'entends des syndicats, les syndicats si, mais les syndicats, ils sont vraiment pro-entreprise, et je dirais beaucoup plus que les directions, parce que les syndicats restent, les syndicalistes restent. Je pense que les syndicalistes que vous avez vus, ils sont là depuis 30 ans, ils ont fait 30 ans de GGB, 40 ans de GGB. On n'a jamais vu un directeur qui est resté 30 ans directeur, quoi. Je veux dire, ils sont largement aussi, voire plus impliqués dans l'entreprise et plus attachés que ne pourrait l'être un directeur ou un DRH, quoi. Avec le temps et l'automatisation, les conditions de travail dans les ateliers de production ont profondément changé. Les tâches étaient très manuelles et les opérateurs étaient opérateurs. Il y avait les opérateurs, il y avait une vraie hiérarchie, enfin, technique. Il y avait les opérateurs, il y avait les régleurs. Et l'opérateur, pendant très longtemps, ne réglait pas ses machines. Et rendait des comptes surtout, faisait des pièces et comptait ses pièces, c'est tout. Aujourd'hui, les salariés qui travaillent sur machine règlent, contrôlent, font un peu de maintenance. Non, les métiers ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, l'autonomie est nettement plus grande qu'à l'époque. Quand je suis rentré ici, on s'asseyait devant sa machine et on faisait les pièces, point barre. Il y a 25, 30 ou 40 ans, on appelait l'opérateur le presse-bouton. En fait, lui, il était là pour mettre en route la machine et l'arrêter. Et puis, s'il avait un problème, eh bien, il levait le bras. Et puis, à côté de lui, il y avait des services qui étaient là pour remettre la machine en état qualité. Il y avait des services qui étaient là pour contrôler. Il y avait des services qui étaient là pour faire le graissage de la machine. Il y avait des services qui étaient là pour nettoyer la machine. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, l'opérateur, il est non seulement opérateur, mais il est opérateur, régleur. Il est technicien, il est contrôleur parce qu'il faut qu'il assume sa production. Ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, derrière lui, il n'y a pas un contrôle qualité. Le seul contrôle qualité qui est, c'est le client qui réceptionne les pièces. Donc on lui demande d'être vigilant, on lui demande d'être beaucoup plus concentré qu'auparavant. À la base, c'est vrai que mon père préférait que je fasse de grandes études, tout ça, mais voilà, l'usine, c'est plus la même usine qu'il y a 50 ou 60 ans. Ça a bien changé, c'est devenu beaucoup plus technique, beaucoup plus propre. C'est un beau métier quand même. Il faut des gens pour le faire. Aujourd'hui, on peut dire qu'on travaille dans de super conditions. Les ateliers sont propres, on s'est chauffé, c'est refroidi l'été. Voilà, il y a eu des progrès énormes. En 25 ans, la sécurité aujourd'hui, c'est le maître mot, la sécurité dans l'entreprise. Donc ici, on a tout plein de machines qu'on appelle Belair 80, et notamment celle-ci, la Belair 80 numéro 11. Et cette machine a une spécificité, c'est que depuis 2007, elle fait toujours les mêmes pièces. Par le biais d'un cycle, on a donc notre bande qui avance par une main numérique qui est là-bas. Et donc à chaque fois, on vient déclencher un cycle sur 360 degrés qui vient fermer et cambrer notre flanc qu'on vient découper autour de notre noyau qui lui-même est éjecté autour d'une matrice. Et quand moi je suis parti en 93, oui, on était un peu plus de 400. Mais on produisait plus que quand on était 1000. Ah oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations techniques. Les machines toutes reliées. Moi, je me souviens d'être sur une machine, c'est des ergots et gorges sur des coussinets. Et puis, il y avait
chaque opérateur à chaque machine. Et toutes les machines ont été reliées. Il n'y avait plus qu'un opérateur au début qui mettait... Puis ça se terminait. Donc, le personnel, c'est sûr, il y en a moins. Hein. Ah oui, puis après, ils ont même, les coussinets les ont doublés. Ils les faisaient par deux, puis après, ils les coupaient. Non, mais c'est pour ça qu'on produisait bien plus. À l'heure actuelle, dans le monde de l'entreprise, il faut se former. C'est une question même pour soi-même, je dirais. Moi, je vous dirais, j'ai fait une formation qualifiante qui a duré 1 an. Bon, pas 1 an consécutif, mais où j'allais 2-3 jours par semaine en formation pour adultes. J'ai obtenu un certificat de qualification paritaire de la métallurgie. J'ai été demandeur de le faire, mais c'est valorisant. Donc quand l'entreprise nous propose des formations, je pense que c'est bon pour tout le monde. Ça permet de se remettre en question, d'évoluer sur ses positions. Il y a beaucoup de choses qui, chez moi, ont évolué du fait de toutes ces formations. Je suis quelqu'un de très timide, je suis facilitateur sur des formations, donc c'est pas évident de parler devant tout le monde. Mais voilà, c'est bon. Et puis même pour l'avenir, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'entreprise. Avoir des bagages, des formations, je pense que c'est que du bénéfice. Donc oui, pour moi, c'est le rôle d'une entreprise aussi de le proposer. Ça fait partie intégrante de l'entreprise, de favoriser la formation. De toute façon, là, on a 2 séries de... Là. Oui, on a le temps. Oh, on a le temps. C'est pour ça que je l'ai pas fait. D'accord. Ça va, Landry? Ça va, Landry? Et donc, si jamais Serge, il peut y emmener demain matin? Ouais. Hein? Tu prends la 4, toi, qui va être en réglage dans un moment dans la nuit. Là. Ouais, pas avant. Et puis Nico, il va prendre la 11 et la 8, puisque c'est tranquainer les deux. Bon, sur ce, bonne nuit. Bonne nuit. Hein? Bonne soirée. Tu peux rester tourner le film, mais non, Quand je suis rentré au bas de l'échelle. Hein. À l'époque, on parlait d'agent de fabrication. J'étais à F2. Et j'ai évolué dans mon premier atelier, on va dire, là où j'ai travaillé pendant 10 ans, dans cet atelier S15. Je suis sorti de cet atelier, j'étais P2, opérateur au P2. Je suis rentré au frittage, et puis au frittage, j'ai continué d'évoluer. Voilà. C'est marrant l'évolution de l'entreprise, parce qu'à cette époque, il y avait 25 cadres. Je disais, oh là là, il y en a beaucoup pour 1000 personnes. Maintenant, il doit y avoir une 50aine d'ouvriers, puis plus de cadres. Les évolutions, c'est fou. Hein. Maintenant, il y a autant de cadres que de... Il y a autant de cadres, ouais. Ça, c'est assez général dans... Ah oui, c'est l'évolution de l'industrie. C'est l'évolution, ouais. Les machines étant de plus en plus automatisées, il faut les penser. Quoi. La technique, c'est sûr, ça a évolué. La partie technicien et cadre, si on cumule les cadres et les techniciens, la somme des deux est supérieure aux ouvriers à GGB aujourd'hui. C'est dû à l'évolution entre guillemets de la société et de l'entreprise qui veut ça. Hein. C'est que les machines plus automatisées, plus complexes, c'est quel cas. Avant, il y avait un opérateur pour une machine. Aujourd'hui, il y a un opérateur pour 2 machines. Déjà, il y a ça. Effectivement, on fabrique plus de pièces avec moins d'opérateurs. Hein. C'est les chiffres qui le disent. Hein. Par contre, il faut du monde pour développer les nouvelles machines, les automatiser, les dépanner. C'est un peu plus complexe qu'avant aussi, quoi. Donc, voilà. Il y a tout ça, puis il y a aussi le fait que, après, il y a d'administratif autour. Hein. On voit que les RH, il y a des choses compliquées qu'il faut savoir, juridiques, des choses à faire, donc il faut du monde. La compta, je pense que c'est pareil. La finance, voilà, c'est des services où l'informatique, c'est pareil. Ça devient tellement important que il y a beaucoup plus de monde en informatique qu'il pouvait y en avoir il y a longtemps. Et tout ça, c'est des gens qui sont pas au niveau employé, qui sont au niveau technicien ou cadre. Donc effectivement, ça évolue. Après, ce qui a aussi beaucoup évolué, c'est que nous, on est devenu un peu le centre de compétences de tout GGB. Donc on a beaucoup de gens qui ne travaillent pas que pour Annecy. Et donc la plupart de ces gens sont des cadres. Et le cadre, en gros, c'était un peu le comité de direction. Tandis que maintenant, le cadre, je dirais, c'est le collègue, quoi. Annecy voit sa production se spécialiser.
la bague anti-friction pour l'automobile. Donc nous, principalement, c'est de la charnière de portière, dans les sièges électriques, dans les capotes électriques aussi. Il y a des types de voitures où il y a une quarantaine de bagues qui rentrent dans toute la voiture, en fait, qui peuvent aller à différents endroits. Le site de GGB Annecy est devenu le site automobile parce que tout ce qui était petite série, c'est surtout parti en Slovaquie où le coût de la main-d'œuvre n'est pas le même. Donc on a récupéré un peu ce qui était grosse série automatisée. Et aussi, c'est le fait qu'au niveau automobile, de plus en plus, ils travaillent en plateforme. Donc, ça veut dire qu'on peut produire une bague qui va être sur une plateforme automobile et qui va être en fait montée sur une Fiat, une BMW puis une Renault, quoi. Alors qu'avant, c'était pas comme ça, quoi. En fait, on vend aux équipementiers qui, eux, font le même ensemble, qui vont vendre à plusieurs constructeurs. Donc du coup, ça fait tout de suite des ensembles beaucoup plus gros. On est à peu près sur un volume de 1,5 à 1,7 millions de pièces par jour. Donc, ce qui fait, si vous ouvrez à peu près sur un mois complet, on va dire entre 32 et 35 millions de pièces par mois. Donc voilà, ça fait beaucoup de petites pièces et c'est marrant, en fait, vous entendez le volume quand vous venez à l'atelier, c'est les pièces qui tombent ou dans les bacs ou derrière sur les tapis et qui vous donnent un peu la cadence de ces 35 millions de pièces quand vous allez faire le tour des machines qui sont au sein de l'atelier. Le métier a muté, les adaptations aux bouleversements ont été multiples, et pourtant, le sens de l'implication se révèle toujours présent. Des fois, quand on entend une portière qui grince un peu, on se dit tiens, c'est peut-être nous qui avons fait les bagues, on en rigole. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas sur tous les véhicules sur lesquels ça va, mais c'est vrai que souvent, ça m'arrive de me poser la question, de me dire est-ce que c'est une bague de chez nous c'est vrai qu'il y a un attachement quand même à se dire c'est moi qui l'ai fait ou pas. C'est attrayant, quoi, de se dire oui, c'est peut-être moi qui. Cette voiture est peut-être équipée avec des bagues qu'on a fabriquées dans mon secteur, avec les collègues. Le fondement de notre business, c'est la création de valeur. Et la création de valeur, elle ne se fait pas dans mon bureau, elle se fait certainement sur d'autres secteurs, mais elle se fait avant tout derrière sur les machines dans les ateliers. Pendant de nombreuses années, le pôle de recherche est mené par un des pionniers, Georges Hermann, chimiste quasiment autodidacte. À plusieurs occasions, il va résoudre des problèmes posés sur les autres filiales, donnant parfois une leçon aux ingénieurs polytechniciens du groupe. Son empreinte sur l'entreprise est en tout cas palpable. Sans doute inspire-t-il un peu la dynamique actuelle concernant la recherche et développement de GGB. C'est un inventeur né. Et lui, il n'y avait que des solutions. S'il y avait un problème, il fallait trouver la solution. Et il l'a trouvé, empiriquement, mais il l'a trouvé. Vous êtes dans les locaux de la R&D, donc le service recherche et développement d'Annecy. Donc voilà, c'est le site, on va dire, de R&D France, et qui travaille en partenariat avec les autres sites de R&D. On a un autre site en Allemagne et puis un autre aux États-Unis. On est quand même le site le plus important de recherche-développement en France, donc c'est bien pour les activités françaises aussi. Même si on travaille de façon internationale avec nos collègues, voilà, on a quand même une belle usine ici. Là, on a plutôt des bons résultats en ce moment. C'est quand même une industrie où les produits ne changent pas du jour au lendemain, pas tous les 6 mois comme dans l'électronique ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a des produits qui sont fabriqués depuis des années, qui sont toujours vendus, qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, je sais pas exactement dire où sera GGB dans 10, 20 ans ou 30 ans. En tous les cas, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des bases qui sont très fortes, à la fois sur le produit et le process, c'est-à-dire qu'on a des vraies compétences, du vrai savoir-faire. On a la volonté aussi de développer dans les années qui viennent ce qu'on appelle les centres d'excellence, c'est-à-dire des centres qui ont une excellence sur un produit ou un process. Annecy fera partie de ces centres d'excellence. Du coup, ça ouvre ça ouvre un horizon qui est quand même important. L'entreprise GGB, dont le siège en France se situe à Annecy, comprend toujours une seconde usine en Moselle, à Dieuze, et une antenne commerciale à Clichy.
GGB a elle-même un positionnement international avec de nombreuses unités. L'ensemble s'inscrit au sein de Enpro Industries, groupe américain d'envergure mondiale. Il y a eu aussi l'entrée d'Enpro dans l'innovation. On entend beaucoup parler d'innovation un petit peu de partout. Donc Enpro a vraiment beaucoup misé sur l'innovation en faisant des réunions de groupe transversales entre les différentes entités, du groupe. Un comité chez Enpro, avec CEO qui est Steve McAdam, qui a vraiment à souhait d'intégrer les dimensions humaines dans son business. Il a largement compris que tout le monde pouvait se doter des mêmes machines et de belles infrastructures, mais que la différence était vraiment dans l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui rappelle, avec toutes les contraintes qu'il a aussi, parce qu'il a quand même après un board auquel il faut qu'il rende des comptes sur des résultats. Mais la notion d'humain reste quand même le centre important derrière de la politique et des politiques qui peuvent être mises en place au niveau d'Enpro. Et ça, je pense que c'est vraiment une des rares structures où, avec cette taille, où vraiment on intègre la dimension humaine, et on a en tout cas la volonté de le faire, ce n'est pas toujours évident, mais d'intégrer les dimensions humaines derrière au centre de l'ensemble des décisions et des processus qu'on met en place. Et ça, c'est pas une notion de capitaux, c'est pas une question de gain ou d'objectif, c'est avant tout faire en sorte que les gens s'intègrent dans cette pyramide ou dans l'ensemble de cette chaîne qui constitue que constitue Enpro. Moi, je pense qu'on n'est pas prêt de perdre cette culture un peu familiale, mais à la fois évolutive et toujours innovante. Donc, on est un des leaders, sinon le leader du palier métal polymère. Je suis confiant dans tous nos services qu'on va le rester. Et aujourd'hui, imaginez dans 10 ans, je pense qu'on aura beaucoup de process qui seront innovants. La société a débuté avec quelques salariés pour croître et culminer en 1974 avec près de 1000 collaborateurs. Les changements structurels et la conjoncture ont eu de forts impacts sur l'emploi dans l'entreprise. Mais 70 ans après sa création, la SIC, devenue GGB, est toujours un lieu de travail conséquent. Avec le travail, le salaire et puis le reste. Tout le reste. Les résultats vaillent que vaillent. Je pense que les résultats, il y a deux façons de les avoir. Vous pouvez les avoir de façon extrêmement difficile et pénible en étant toujours sur le dos des gens. Après, vous pouvez l'avoir en étant avec les gens, en travaillant avec les gens. Je préfère beaucoup plus la deuxième solution aujourd'hui. Donc le travail d'équipe est quelque chose qu'on apprend, qu'on développe chez GGB. Alors après, on ne va pas parler de milieu familial, mais ça peut s'y apparenter. Il y a un vrai travail des teams, il y a un travail d'équipe, il y a un travail de relation, il y a un travail de compréhension. Et après, il y a aussi derrière se mettre à la portée de tout le monde et faire en sorte que chacun trouve sa place dans le grand pulse des organisations dont GGB est constitué aujourd'hui. Ce qu'on demande aux gens, quand même, aujourd'hui, on demande beaucoup plus aux gens. À l'époque, moi, quand je suis entré, c'était aux machines qu'on essayait de faire évoluer. Aujourd'hui, c'est les gens qu'on veut faire évoluer. Il faut les mettre en confiance si on veut qu'ils évoluent. Ça, c'est clair. Il n'y a pas trop le choix, quoi. On n'est plus dans le style. Et pareil, quand je suis rentré, c'était un style, un management directif, très directif. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même style de management, quoi. Où là, les gens, ils prennent des décisions, on les encourage à prendre des décisions, à faire des choix, bien sûr avec un encadrement minimum, mais les gens, aujourd'hui, ils prennent des décisions qu'à l'époque, nous, on ne prenait pas. Voilà. Donc tout ça, je pense, c'est bénéfique. Pour une entreprise, c'est bénéfique de fonctionner comme ça. Les résultats étant là, ça simplifie forcément les rapports de notre direction avec le groupe, c'est clair. Mais
Mais les résultats sont là aussi du fait justement de cette paix sociale, de l'implication des gens qui travaillent ici quand même, hein, qui sont, comme vous le disiez, qui sont attachés à leur entreprise. Et je pense qu'il y a une réelle implication du personnel à tous les niveaux de l'entreprise. Et ça, c'est un atout important. Il faut de la formation pour justement être prêt à la mutation le jour venu, que ce soit la mutation en interne ou changer d'entreprise. Mais j'espère que dans 20-30 ans, on sera encore là et qu'on aura des nouvelles machines, des nouveaux produits, qu'on aura des nouveaux segments. On a envoyé une machine sur Mars, donc pourquoi pas aller encore plus loin. Donc oui, on espère qu'on aura le soutien de la direction. C'est comme ça aujourd'hui qu'on doit avoir à souhait de faire évoluer l'industrie, c'est de capitaliser sur ce que les autres voulaient, c'est pas avoir systématiquement à souhait de recréer ou en tout cas de vouloir faire différent. Sinon, dans quel cas, il faut monter sa propre boîte. Je suis un maillon derrière dans une organisation de 70 ans et j'espère bien d'ailleurs ne pas être un des derniers. J'espère que il y en aura encore beaucoup comme moi qui perpétueront derrière un héritage laissé par des gens comme moi et puis gens comme M. Thénard et puis certains autres avant. C'est une entreprise qui préserve l'emploi. Et ça, je crois que c'est une constante depuis toutes ces années, sauf un ou deux épisodes malheureux au moment des grandes crises. Mais les gens qui rentrent ici savent qu'ils ont de grandes chances d'y rester s'ils le veulent. Et les gens qui rentrent ici, on a très très peu d'émissions. Les gens, de toute façon, on voit bien le niveau de salaire et le niveau d'accord qu'on a ici par rapport aux autres entreprises du bassin. C'est une entreprise qui est quand même dans le peloton de tête en termes de conditions de travail, en termes de social, en termes de salaire probablement aussi. Donc effectivement, et puis les gens, je crois, effectivement, sont attachés à leur entreprise. Oui. Pour les gens qui bossent ici, c'est une belle entreprise, quoi. Et c'est quelque chose d'important, je pense, pour chacun d'entre nous, ce sentiment d'appartenance à une société dans laquelle on se sente bien et qui se porte bien, c'est quelque chose qui compte. On transmet la vie, il faut transmettre le savoir, il faut transmettre ce qui se fait, bien sûr. Et ce qui est important, finalement, c'est de laisser une trace. Tracer quelque chose pour ceux qui viennent derrière. De tous les combats internes ou externes et de toutes les péripéties, il faudra retenir une ambition finalement très artisanale. Le farouche désir de vivre d'un même projet économique, lequel projet est appuyé sur des outils, des techniques, des savoir-faire, des envies, et donc une histoire. Aujourd'hui, grâce à GGB ex-SIC, des automates peuvent se rendre sur Mars. Mais l'exploit peut sembler maigre, au regard de l'attachement que l'entreprise a su générer auprès des gens qui l'ont faite.